Aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, le Super G dames a été remporté par une Italienne. Pas de médaille pour la France. Carole Montillet s'est classée 7e. Une belle descente, mais insuffisance pour accéder au podium. Les dernières heures du franc ce jour du 17 juillet qui marque la fin de notre monnaie nationale après 6 siècles et demi de bons et loyaux services. Olivier de Kersauzon sur son trimaran gérant a largué les amarres. Son rêve, battre son propre record dans le trophée Jules Verne. Il a quitté le port de Brest en fin de matinée. Les potions magiques du cinéma français, bientôt 10 millions d'entrées pour le dernier Astérix, un record toute catégorie en si peu de temps. D'autres films comme Les 8 fans de François Ouzon démarrent en fanfare, sans compter Amélie Poulain, plusieurs fois nominée au César. Madame, Monsieur, bonsoir. C'était du beau et du grand ski. Le Super G qui s'est déroulé en toute fin d'après-midi n'a pas offert à la France une nouvelle médaille d'or, mais Carole Montillet a accompli un beau parcours. Elle se classe d'ailleurs 7e et c'est l'Italienne Daniela Ceccarelli qui remporte l'épreuve. Elle n'était pas favorite. Christophe Duchéron. En toute honnêteté, pour bien comprendre, la victoire de l'Italienne Daniela Ceccarelli en Super G, ça ressemble comme deux flocons de neige à l'annonce d'une baisse des impôts. Autrement dit, c'est une surprise. En effet, dans ce genre de discipline, Daniela n'avait jamais fait mieux que 15e au championnat du monde. Mais aujourd'hui, pour tout l'or du monde olympique, en 1 minute 13 secondes et 59 centièmes, Ceccarelli a fait mieux que toutes ses camarades super géantistes. Mieux que Carole Montillet, reine de la descente, et que ses supporters attendaient au tournant dans le Super G. Dire que Carole a mal skié est évidemment exagéré, mais le jour de grâce, c'était un autre jour. Carole va prendre une très correcte 7e place, à 29 centièmes de la première. Quant à la Française Mélanie Suchet, pas de fabuleux destin, elle terminera 10e. De ce Super G, on retiendra les quelques chutes spectaculaires, mais heureusement pas de skieuse mal en point. On retiendra la 2e place de la Croate Kostelic et la médaille de bronze d'une autre Italienne Putzer. On retiendra la victoire de Daniela Ceccarelli, 26 ans. À Salt Lake City, une Italienne s'impose après une Française. Chez les femmes en ski alpin, la compétition ressemble pour l'instant à une version latine. Évidemment, à Villard-de-Lans, c'est la déception bien compréhensible de l'entourage de Carole. On espérait une autre médaille, mais la loi du sport reprend ses droits. Il faut savoir être fair-play. Julien Beaumont, Grégoire Osina. Ça n'a pas suffi. Une salle pleine à craquer et au milieu des invités surprises. Ils ont fait spécialement le déplacement depuis la Plagne, soit 200 km. Lorsque leur fils était lancé, ils ont retenu leur souffle. 1 minute 14 secondes plus tard, Montillet passe la ligne d'arrivée, finit le podium. Déception? Une 7e place après une médaille d'or, on peut quand même pas appeler ça une déception, non? Non, non, pas du tout. Un Super G où Carole Montillet était nettement en retrait par rapport à la descente. C'est en tout cas l'avis de son ancien entraîneur. La descente, c'était pratiquement une course sans faute. Là, bon, on l'a senti un peu, elle avait des skis qui partaient un peu en travers de temps en temps. On sentait que ça passait un peu dans la neige. Mais ce n'est pas ce que retiendront les habitants et les vacanciers de Villard-de-Lans. Ils ne pensent qu'à la médaille olympique que Carole Montillet a gagnée. J'aurais voulu qu'elle soit première, mais bon, bah, elle a fait ce qu'elle pouvait, je pense. La descente, c'est la plus belle épreuve des Jeux Olympiques et une médaille, c'est le top. C'est toute la récompense de ces 10 ans de fédé où elle en a bavé, où elle n'a jamais gagné. Elle gagne la plus belle course de sa vie. Et 7e aujourd'hui, c'est génial. On est super contents. Vendredi, Carole Montillet participera au slalom géant. Villard-de-Lans espère bien attirer encore autant de monde et le podium sera toujours placé sous l'écran pour lui porter chance. On ne sait jamais. Les dernières heures du franc dans les fonds de poche ou dans les bas de laine, ils étaient encore en circulation ce matin sur les marchés et on commentait avec nostalgie ou une certaine indifférence le passage à l'euro qui est déjà si présent dans nos porte-monnaies. Reportage à Poitiers, Christophe de Valembras et Stéphane Alérang. L'air est un peu nostalgique, c'est le dernier jour du franc. Au marché de Poitiers ce matin, certains ressentaient comme un léger pincement au cœur. Ben, on regrette un peu, moi je trouve que, bon, on était habitués, hein, c'est vrai, qu'il faut se mettre à l'autre, mais c'est vrai que, hein, madame, on regrette un peu notre franc. Au café entre deux courses, quand on pense à la disparition du franc, c'est aussi avec un brin d'émotion. Ah oui, je suis un peu triste aujourd'hui, oui. On aimait bien notre monnaie quand même, faut dire aussi. Hein. On y est habitué, hein. Mais enfin, il y a un temps pour tout, hein. Et sur le marché, nombreux sont ceux qui ont totalement intégré l'euro et déjà tiré un trait sur le franc.
plus? Ah, je n'y pense plus, non, faut surtout plus y penser. Oui, un 40. Non, c'est fini. Quelques personnes âgées demandent encore la contrepartie en francs, mais sinon non. Il est mort, hein. Il est mort et enterré. J'y pense plus. Faut vivre son temps et voilà. Moi, j'en suis très satisfait. Demain matin, nous n'aurons plus qu'une seule et unique monnaie, l'euro. L'époque du franc est définitivement révolue. On a beau dire que le passage à l'euro s'est fait sans véritable difficulté, reste un calcul mental très approximatif devant les étiquettes en euros. Et ce n'est pas gagné, l'adaptation sera lente selon les spécialistes. De là à dire que c'est tout de suite ou jamais. Martin Gouès, Joseph Bachtik. Fin de semaine dans un supermarché. Depuis un mois et demi, entre le franc et l'euro, faire ses courses peut être compliqué. L'outil indispensable pour s'y retrouver, sa liste habituelle. J'ai des produits que j'achète toujours les mêmes, la même marque. Donc je sais que mon prix est toujours à peu près pareil. On tente donc de rester dans son budget. Mais les repères semblent avoir changé et quand le caddie est plein, on met la poussette à contribution. On le calcule grosso modo. Hein. Quand on a les vacances, on achète et on se rend compte après qu'on a dépensé plus que prévu. Car un euro, c'est tout de même plus de 6 francs. En passant à la caisse, on a donc l'impression que l'argent part plus vite de son porte-monnaie. Moi, j'ai l'impression que ça s'en va plus vite que les francs. Exactement, vous avez raison. On a l'air d'être volé. C'est la vérité. Hein? Ça part plus vite. Pour moi, ça part plus vite en tout cas. Je réfléchis moins, quoi. J'ai moins de mal à dire non, je l'achète pas que... Car pour faciliter la transition, les pouvoirs publics ont encouragé les paiements par chèque ou par carte bancaire. La confiance dans les nouveaux billets ne s'installe pas en un jour. On ne donne pas de son argent, on donne des billets qu'on a dans son porte-monnaie, mais ce n'est pas vraiment de son argent qu'on est en train de donner lorsqu'on achète, c'est pas acquis. Pour ne pas se perdre dans les prix, la somme de 15 €, près de 100 francs, est le repère le plus utilisé. Mais hors de la vie quotidienne, pour des achats réservés à une élite, il faut aussi revoir ses références. Il y a vraiment au-delà de 10 000 €, donc les clients commencent à, quand on annonce 12, 13, 14 000 €, donc ils se demandent un petit peu, donc à chaque fois, systématiquement, donc on leur traduit. 10 000 €, c'est plus de 65 000 francs. Mais en francs ou en euros, le rêve n'a toujours pas de prix. Ce 17 février sera donc inscrit dans les manuels scolaires comme la date officielle de la disparition du franc. Une cérémonie à Bercy a commencé il y a 1 heure. Elle met un terme à ces 641 ans d'existence pour notre monnaie nationale qui s'est souvent confondue avec l'histoire du pays. Coup de chapeau français aux équipes qui ont préparé ce passage à l'euro. Une transition plutôt réussie. David Boéry, Alexandre Delaval. Une fin en fanfare. Sur l'air de l'hymne à la joie, l'hymne européen, le franc disparaît après 6 siècles d'existence. Un spectacle pyrotechnique organisé dans la grande cour d'honneur du ministère des Finances, un enterrement symbolique de moins de 2 minutes. Alors que Jacques Chirac se félicitait cette semaine de la réussite du passage à l'euro, Lionel Jospin et Laurent Fabius rappellent que cette réussite est celle du gouvernement. Voilà un enseignement majeur du passage à l'euro. On peut en France réaliser de grandes réformes à condition de les mener avec et pour les Français. Ensemble, nous avons réussi l'euro et nous avons réussi l'euro parce que nous étions ensemble. L'histoire de cette réforme réussie, qui désormais entre dans l'histoire, c'est vous tous, avec tous les Français qui l'avaient écrite. Du fond du cœur, chaleureusement, merci. Parmi les 700 invités, tous ceux qui ont contribué au passage à l'euro, ils assistent avec une certaine émotion à la disparition du franc. Je dirais qu'il y a de l'émotion. Pas du regret, puisque le pays a voulu ce qui se passe, et nous en avons été nous-mêmes à la Banque de France, les agents et les instruments actifs, tous les agents de la banque. Mais en même temps, bien sûr, beaucoup d'émotion. Dans moins de 4 heures, à minuit pile, le franc n'aura plus aucune valeur légale. L'euro sera alors définitivement notre monnaie. Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie du gouvernement Jospin, est bien sûr revenu sur le passage à la monnaie unique, adressant un satisfecit au chef du gouvernement et n'hésitant pas à revenir sur la dissolution décidée par Jacques Chirac. DSK était l'invité de Radio J. Nous l'écoutons. La situation de 97, celle où la France n'était pas encore qualifiée,
c'est celle d'un conducteur d'automobile qui voit arriver le mur devant lui et qui, au lieu de prendre les dispositions pour l'éviter, met les mains sur les yeux, se cache, se recroqueville et inévitablement ça va dans le mur. Jacques Chirac et Alain Juppé, en 97, avec la dissolution, ont lâché le volant. Et le gouvernement de Lionel Jospin a repris ce volant, a négocié le virage, a évité le mur et a qualifié la France pour l'euro. Les salariés de McDo ont gagné une victoire, mais aussi la guerre. Les 5 employés ont obtenu leur réintégration après 3 mois de grève. Ils étaient une centaine à s'être réunis à Paris pour fêter l'événement. Vacances forcées à l'Assemblée nationale qui vit sa dernière semaine pour cause d'élections. Quant aux députés, certains se retrouveront sur les bancs du Parlement. Tout dépendra du choix des électeurs. De toute façon, ils ne reviendront pas avant le début de l'été. Arnaud Boutet, Christian Indjeyan. Dernier roulement de tambour, vendredi prochain, l'Assemblée suspend ses travaux. Élection oblige, les députés prennent donc la clé des champs, ou plutôt la route de leur circonscription. Certains ne reviendront pas, faute d'une victoire bien sûr, ou par choix. L'ancien ministre Raymond Barre ne se représente pas devant les électeurs. Aujourd'hui, les 577 députés se répartissent ainsi. À quoi ressemblera l'hémicycle fin juin? Mystère. En attendant, la semaine s'annonce chargée. Face à la grogne des policiers, le gouvernement tient à modifier au plus vite la loi de présomption d'innocence. Mais tous les textes n'iront pas au bout de la navette parlementaire. Le développement des PME et de l'artisanat, la bioéthique, la réforme des tribunaux de commerce, celle des prisons attendra aussi la prochaine session. Lionel Jospin l'avait maintes fois répété, pas de candidature pendant la législature. Vendredi soir, le champ sera donc libre. Le candidat probable puis disponible peut donc devenir candidat tout court. Du Conseil constitutionnel qui nous affecterait. Alain Madelin, invité de nos confrères d'RTL Le Monde, a évoqué le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ses propos sont adressés directement à Jacques Chirac. « Je ne marchanderai pas mes voix, elles se mériteront ». On l'écoute. Ces voix-là ne sont pas des voix qui... comme ça. Chut. Ce sont des voix qui... il faudra donner quelque chose en échange. Il faudra donner quelque chose en termes d'engagement fort vis-à-vis de ces 3, 4, 5 millions de Français qui auraient pu voter pour moi. Car croyez-moi, je les sens bien. Hein. Ils ne sont pas prêts à mettre le petit doigt sur la couture du pantalon et à voter comme ça au deuxième tour. Ils n'ont pas envie d'être trompés et ils vaudront des engagements forts. La loi sur la présomption d'innocence à nouveau sur la sellette avec la libération d'un parrain du milieu présumé. Une belle prise pour les policiers qui n'en reviennent pas aujourd'hui que Marc Ornec ait pu se retrouver dehors. Patrick Fordio, Frédéric Pasquet. La photo date d'il y a 10 ans. Marc Ornec avait alors 24 ans. C'est cet homme qui a été remis en liberté par un juge le 31 janvier dernier, déclenchant la fureur des syndicats de police. Pour les policiers, ce serait un parrain du grand banditisme, issu d'une famille de forains gitans qui contrôlerait avec ses frères le marché des machines à sous. On meurt beaucoup autour de ces gens-là ces temps-ci, dans des milieux de machines à sous, dans des milieux de braquage, de trafic. Et à chaque fois, il y a des morts hasardeuses, mais qui ne sont pas hasardeuses pour tout le monde. Les policiers soupçonnaient Marc Ornec d'avoir participé au vol de 3 lingots d'or dans cette agence. Mais dans le dossier, une simple écoute téléphonique. Marc Ornec est incarcéré puis libéré au bout de 40 jours par le juge de la détention. On n'a pas tenu compte de la dangerosité de l'individu, on n'a pas tenu compte de la nature de l'affaire. Pour l'avocat de Marc Ornec, son client serait victime de fantasmes policiers. Les syndicats de police qui montent en épingle ce dossier que j'ai consulté, qui fait 12 tomes, où il n'y a pas une seule ligne, une seule page contre M. Marc Ornec. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique dans ce dossier où pourrait être la responsabilité de ce garçon. Le parquet a contesté la décision du juge de libérer Marc Ornec, qu'il a fait appel. C'est une nouvelle juridiction, la Chambre de l'instruction, qui tranchera en fin de semaine. Venons-en à cette expérience de quartier qui incite les habitants à arpenter les rues de leur ville pour signaler les éventuels dangers. Une initiative qui nous vient du Canada et qui a été reprise dans le 12e arrondissement de Paris. Vanessa Rouet et Joseph Bachtik. Moi, je serais d'avis qu'on note en fait, par exemple au dos, s'il y a des points précis où il y a quelque chose qui ne va pas bien du tout, on le met en disant à tel endroit. D'accord. C'est unique en France. Élus et riverains du 12e arrondissement de Paris arpentent les rues de leur quartier la nuit. Objectif, déterminer ensemble les dangers potentiels.
Ici, c'est le manque d'éclairage qui est pointé du doigt par une habitante. Il y a pas mal de gens qui viennent du groupe scolaire là par ici. Oui, il y a un très gros ensemble et il y a des gens qui viennent du groupe scolaire. Et c'est pas éclairé. Toute remarque est listée, discutée, débattue. Et si un ralentisseur pose problème, c'est aux représentants de la voirie de se justifier. Et en fait, effectivement, mais... Comme la rue descend, les gens prennent de l'accélération, mais s'ils se limitent à la vitesse normale, ils ne tapent pas. Sur le parcours, on traque le stationnement sauvage, l'absence de signalisation. Des défaillances qui n'excluent pas une autre réalité, celle d'une délinquance latente. Salut, il y a des jeunes en errance, donc ils sont actuellement pris en charge par une association de prévention. Et donc c'est des jeunes qui traînent, qui ne savent pas quoi faire, etc. Après la marche, retour à la mairie et place au débat. Chacun va pouvoir confronter ses observations sur le terrain, ses craintes, ses agacements. Florence habite le quartier depuis 5 ans. Pour elle, ce droit à la parole est une chance d'être écoutée par les élus. La démocratie participative, on en parle beaucoup et pour une fois, c'est mis en œuvre. Donc moi, je trouve qu'il faut encourager ce genre de démarche. Voilà, c'était aussi une démarche citoyenne. Dialogue ouvert avec Madame la maire, à elle maintenant de répondre aux attentes des riverains. L'année dernière, un carrefour était réaménagé, un tunnel mieux éclairé grâce à cette opération. Après la journée sans toubib, une centaine de médecins des coordinations départementales se sont réunis ce matin à l'hôpital Cochin. Ils ont élu les représentants de la coordination nationale. 22 départements n'ont pas participé aux négociations. Globalement, ils dénoncent les accords signés avec MG France. On a appris aujourd'hui le décès d'une figure du syndicalisme agricole, Raymond Lacombe, ancien président de la FNSEA, s'est éteint hier à l'âge de 72 ans. Lionel Jospin salue la mémoire d'un grand syndicaliste, un homme de conviction et défenseur de la cause paysanne. Jacques Chirac, de son côté, fait part de sa grande tristesse. Une figure historique de la profession agricole, évoque le président de la République. En Israël, 2 attentats suicides en moins de 24 heures, l'un dans une colonie juive hier soir, l'autre cet après-midi près d'une base militaire dans le nord du pays. L'exaspération du gouvernement hébreu qui affirme que personne désormais n'est à l'abri de représailles. Et ce regain de tensions extrêmes fait passer au second plan la manifestation des pacifistes israéliens à Tel Aviv. Reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck, Patrick Voix. C'est le dernier attentat en Israël. Il a fait 2 morts, les 2 kamikazes palestiniens et 5 blessés israéliens. Depuis quelques jours, le cycle attentat-représailles s'est accéléré. Ainsi, cette nuit, des F-16 et des hélicoptères ont détruit des bâtiments de l'autorité palestinienne à Naplouse. C'était la réponse à un autre attentat meurtrier quelques heures plus tôt contre une colonie juive de Cisjordanie. Attentat-représailles et donc enterrement dans chacun des 2 camps. Ici, d'un soldat israélien tué avant-hier, douleur et colère. Là, c'est un jeune Palestinien que l'on enterre et que l'on jure de venger. Ce matin, le Premier ministre Ariel Sharon a promis qu'Israël gagnerait la guerre contre les Palestiniens. On voit mal comment, avec cette série d'attentats qui n'en plus finir, une atmosphère propice à une négociation peut se créer. C'est simplement impossible. Pourtant, quelques milliers d'Israéliens tentaient hier au soir de dire le contraire. Eux croient en la paix et au dialogue, ils réclament un État palestinien à côté de l'État hébreu et dénoncent leur gouvernement. Ceux qui devront se replier, se retirer des territoires, c'est pas tellement la gauche, mais c'est surtout la droite. Donc c'est eux qui ont le plus à perdre et qui s'accrochent à des positions qui peuvent mettre en danger tout l'État d'Israël. Toute la soirée, ils ont entendu les leaders de la gauche israélienne réclamer la paix maintenant. Ils ont même applaudi un dirigeant palestinien venu leur apporter en hébreu le soutien de l'OLP. Il y a tout juste 10 ans, en Italie, débutait une opération sans précédent, baptisée Opération Main Propre. Elle avait pour but de dénoncer la corruption généralisée des partis politiques et de juger ses responsables. Aujourd'hui à Rome, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour former une chaîne humaine soutenant les magistrats qui sont dans le collimateur du gouvernement de Silvio Berlusconi. En tête du cortège, Nanni Moretti, le réalisateur, un cortège qui s'est retrouvé autour du palais de justice romain. L'ombre de l'argent sale continue d'ailleurs de planer sur la vie politique italienne. Différentes enquêtes montrent que des commissions embarrassantes ont toujours cours. La politique de l'enveloppe, pratique si habituelle dans les années 90, lorsque les juges de Milan ont commencé à faire tomber les têtes. Isabelle Stess, Dominique Merlin.
Antonio Di Pietro sul tema Mani Pulite 10 anni dopo. Cittadini. Certes, ces interventions sont aujourd'hui moins médiatisées. L'ex-juge vedette s'est reconverti en politique, mais il mène toujours campagne contre la corruption et contre l'homme qu'il avait promis de mettre en morceaux du temps de Mani Pulite, l'opération main propre, Silvio Berlusconi, aujourd'hui président du Conseil et inculpé pour corruption. Alors moi je vous pose la question, c'est nous qui avons commencé à enquêter parce qu'il est entré en politique, ou il est entré en politique parce qu'on enquêtait sur lui? La justice lui donne des sueurs froides depuis 1994, lorsqu'il est inculpé pour la première fois. En plein sommet sur la criminalité à Naples, main propre frappe le président du Conseil. Quelques mois plus tard, Antonio Di Pietro, ce maçon devenu le magistrat le plus redouté d'Italie, démissionne après avoir mis à jour un vaste système de pots de vin pour financer les partis. 5000 arrestations, toute la classe politique est éclaboussée, à l'image de Bettino Craxi, figure légendaire du Parti socialiste et protecteur de Berlusconi, conspué et condamné. L'anomalie italienne, où est-elle? C'est qu'aujourd'hui le président du Conseil ne veut pas démontrer qu'il est innocent dans un procès, il ne veut pas être jugé. Depuis main propre, Silvio Berlusconi n'a eu de cesse de dénoncer les juges rouges, infiltrés, dit-il, par les communistes. Des magistrats qui revendiquent leur indépendance, alors que le président du Conseil envisage de les mettre sous tutelle de son gouvernement. Aux États-Unis, le sordide le dispute à l'invraisemblable. En Géorgie, les responsables d'un crématorium entassaient derrière ces bâtiments des dizaines de cadavres, et ce depuis des années. Les installations ne fonctionnaient plus. Vanessa Rouet. C'est à proximité de ce crématorium abandonné que l'on a retrouvé des dizaines de corps en décomposition avancée. Le funérarium était tombé en panne, ses propriétaires n'avaient pas pu le réparer faute d'argent. Pendant des années, ils ont entreposé les cadavres dans des hangars. Sur place, les médecins n'en reviennent toujours pas. Je n'ai jamais vu une chose pareille, et aucun de mes collègues non plus. Tout ce qu'on espère, c'est de ne jamais revivre ça. L'alerte a été donnée vendredi par une habitante du quartier. Son chien venait de lui rapporter un crâne humain. On a découvert plusieurs corps. Certains dans des boîtes, d'autres à même le sol, d'autres encore partiellement enterrés dans des tombes. Les premières analyses sont déconcertantes. Certains cadavres auraient été abandonnés il y a plus de 20 ans. Les autorités de Géorgie ont promis aux familles des victimes des funérailles dignes de ce nom. Dans le ciel du Pacifique, on a frôlé de peu la catastrophe. 2 Boeing 747 de la compagnie australienne Qantas ont failli se percuter, mais fort heureusement, leur système anti-collision a fonctionné. Hélène Hugues. Même trajet entre Auckland et Los Angeles, même couloir aérien. Jusqu'ici rien d'anormal, mais en aucun cas les 2 Boeing 747 n'auraient dû voler à la même altitude. 10 000 mètres, face à face, même au beau milieu du Pacifique, le risque de collision existe. Ça arrive, je dirais, souvent. On peut dire relativement souvent, mais sans qu'il y ait des risques réels au niveau des passagers. Les passagers, en général, ne s'aperçoivent de rien. Ça peut être la faute du pilote, parce qu'il y a eu une incompréhension, ça peut être la faute du contrôleur aérien, ça peut être la faute des deux, parce qu'il y a une mauvaise interprétation, c'est le problème de la langue, c'est le problème de la densité du trafic, c'est un problème de fatigue. Contre la défaillance humaine, la machine. Tout avion occidental est équipé d'un système anti-collision. Il signale l'appareil qui s'approche d'un peu trop près. Quand il devient menaçant, tout se joue en quelques secondes. Le système calcule la manœuvre à effectuer et donne ordre au pilote de la réaliser immédiatement. Monter pour l'un, descendre pour l'autre. De 100 à 150 mètres en moyenne, la collision est évitée. Dans la cabine, les passagers prennent pour une petite turbulence, ce qui aurait pu être une grande catastrophe. Olivier de Kersauzon est ce soir un homme heureux. Il a pris le large pour accomplir un nouvel exploit, battre son propre record du trophée Jules Verne, un tour du monde à la voile, en équipage et sans escale. Reportage Olivier Sioux, Michel Hiver. Et Geronimo doubla le phare du Minou, la sortie du Goulet de Brest, le début d'une grande aventure. 2 mois peut-être, moins de 71 jours en tout cas, si Olivier de Kersauzon veut battre le record du trophée Jules Verne, son propre record. Alors ce matin, la conférence de presse, c'était au pas de course. On était prêt à faire le départ, on ne vous en parlait pas. Aujourd'hui, on est prêt à faire le départ, on vous en parle. Et le jour de l'arrivée, on vous dira le nombre de jours qu'on a fait. Je vous remercie. L'amiral est pressé de partir, pressé de profiter de cette exceptionnelle fenêtre météo qui pourrait conduire Geronimo jusqu'à l'équateur
en 6 jours à peine. Comme c'est chronométré à la première seconde, il faut vraiment bien gérer son départ, il faut gérer aussi la suite bien. C'est ça le trophée Jules Verne, le tour du monde en un minimum de temps et un minimum de formalités. Le règlement tient en une demi-page et c'est l'esprit qu'on avait voulu redonner à la voile qui est de plus en plus restrictive et contraignante et qui est vraiment bien représentée par ce genre d'aventuriers et de bateaux extraordinaires aujourd'hui. Pas de flonflon en tout cas pour le départ. Geronimo a largué les amarres sur un quai de l'Arsenal en toute intimité ou presque. À la pointe du Minou en revanche c'était la foule des grands jours et pour ces Bretons-là pas de doute. Il peut descendre à 61 jours. Je suis sûr il y a un joli bateau. Une bonne expérience. En plus, il faut dire que c'est des Bretons qui l'ont construit. Il faut en être fier. Il a traversé le monde. Tout le monde va en parler de lui. Donc j'espère qu'il va gagner le record. On n'en est pas encore là car Kersozon s'élance avec tout de même une inconnue de taille. Depuis son dématage, Geronimo n'a fait aucune sortie d'essai. Le trophée Jules Verne, un test grandeur nature. Cette information intéressera au plus haut point les vacanciers qui sont à la neige. Les risques d'avalanche dans les Alpes sont passés. Les pisteurs ont déclenché artificiellement des coulées de neige pour éviter tout danger. Olivier Théron et Frédéric Serrelli. Elle est tellement légère, tellement profonde, que c'est du ski dans de la chantilly. Il en est tombé comme ça plus d'1 mètre en 2 jours. C'est pratiquement la première vraie neige de la saison. En pleines vacances, c'est du bonheur pour tous les glisseurs, surfeurs ou skieurs. Pour les surfeurs, je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. Ouais. C'est la meilleure journée de l'année. Hein. En espérant que ça dure encore. Tout le monde est content, il y a de la neige, donc c'est bien, ça fait plaisir. Je crois que tout le monde attendait ça. La station d'Isola 2000 a pratiquement ouvert toutes ses pistes. L'affluence est record, tout le monde veut sa part du gâteau géant. Alors sur les pistes, il faut rappeler les consignes de sécurité. Il faut quand même être prudent parce que la raquette, c'est comme le ski, il faut être toujours en sécurité. Bien sur les pistes de ski parce que sinon, hors piste, je m'enfonce jusque là. Depuis jeudi, les techniciens de la station travaillent d'arrache-pied pour purger les couloirs d'avalanche à grands coups d'explosifs. L'objectif, bien sûr, est de sécuriser le domaine skiable pour permettre une certaine forme de ski hors piste. Quand on fait ce qu'on appelle du hors-piste de proximité, comme actuellement où nous sommes, dans des parties boisées, dans des parties qui se trouvent entre 2 téléskis, là on peut dire que les gens peuvent skier sans problème et avec vraiment un très grand plaisir. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller se mettre dans des coins, dans des pentes très raides, etc. et surtout seul. Ces providentielles chutes de neige ainsi que celles prévues dans les jours prochains devraient permettre aux stations du sud de la France d'afficher un bon niveau d'enneigement jusqu'en avril pour le fameux ski de printemps. Dans les Pyrénées-Orientales, un sport qui demande du cran et de la persévérance. Il s'agit de la plongée sous la glace, avec pour les inconditionnels cette incomparable lumière du soleil qui se réfléchit dans l'eau gelée. Sébastien Leguet, Maxime Soulard et Philippe Mansignour. L'été, ils dansent dans les eaux tièdes de la Méditerranée avec les poissons multicolores. L'hiver, ils s'attaquent à des décors nettement plus coriaces. L'été, un simple plongeon donne l'accès au spectacle, mais l'hiver, pour piquer une tête sans la fracasser, il faut se battre avec la glace. Quand les saisons changent, les hommes grenouilles doivent avoir la peau dure. Leur combinaison colle tellement au corps que c'est tout un rituel pour l'enfiler. La fermeture qui va faire l'étanchéité sur le vêtement. Parés pour le choc thermique, ils vont se laisser ravaler par la banquise. Bon, l'eau, donc on l'aura minimum à 0 degré. Et pour l'instant, le plus froid que j'ai fait, c'est moins 17. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez trouver en bas? Ben, je pense que ça va être un peu noir, froid. Une lumière trouble, la danse des bulles prisonnières sous le plafond, c'est tout le plaisir de cette plongée-là. Inutile d'explorer les fonds, il faut lever la tête pour admirer la surface. Même s'il ne fait pas clair, la lumière, la luminosité n'est vraiment pas la même quand elle passe à travers la glace. C'est vraiment magnifique. Arrimé à une corde, le plongeur devient spéléologue. La claustrophobie est alors sa pire ennemie. Mais là, donc ça rajoute un piquant effectivement de savoir qu'on va devoir revenir au point de départ pour sortir et repercer la surface. C'est excitant, c'est vrai. C'est un plaisir masochiste. Pas du tout. Tout de même, l'angoisse fait un peu partie du jeu. Même d'en haut, c'est impressionnant de voir un homme surgir des eaux. Seuls les skieurs ne semblent pas goûter le charme de ce spectacle étrange. La fin des cérémonies du Nouvel An chinois avec, dans le 13e arrondissement de Paris, différentes manifestations pour fêter l'entrée dans l'année du cheval, peu propice, dit-on, au mariage. Céline Crespi, Didier Morel.
Pétard obligatoire cet après-midi dans le 13e arrondissement de Paris. Après la fête en famille, le nouvel an chinois s'exporte dans la rue avec ses rites et ses croyances. Là, vous voyez, vous avez le lion, il est rouge et ça porte bonheur, quoi. C'est pour chasser les mauvais esprits et porter bonheur surtout aux commerces qui sont dans le quartier. Et ils étaient 80 000 à chasser les mauvais esprits ou espérer toucher la vedette du défilé, le dragon. Il offrirait la vie éternelle à celui qui le caresse. Très convoité aussi le cheval. Sous ses auspices s'ouvre cette nouvelle année. Forcément bon les auspices du cheval. Le symbole c'est avancer comme le cheval et puis il saute très haut. Et la société prospérité. Et pour les jeunes générations, cette fête c'est beaucoup plus que porter des costumes traditionnels. C'est vraiment le seul moment où je peux vraiment prouver que je suis vraiment, j'ai des origines chinoises. C'est un moment fort, je le partage avec des gens comme vous. Avis aux non-initiés, ouvrez bien vos oreilles, voici comment on dit bonne année en cantonais. À Stockholm, un tableau de maître signé Bruegel a été volé, une œuvre du peintre flamand estimée à 2 700 000 €. Il s'agit de la Vue d'Alost, présentée à la foire de Stockholm dans un salon d'antiquité. Il a été dérobé en pleine nuit, ainsi que 4 autres tableaux de moindre importance. L'excellente santé du cinéma français en ce début d'année, avec comme potion magique l'engouement pour le dernier Astérix, un véritable phénomène puisqu'on atteindra bientôt les 10 millions d'entrées. Que dire d'autres films comme 8 femmes ou Amélie Poulain, plusieurs fois nominée au César. Marie-Hélène Bonneau, Diane Richard. Qu'est-ce que vous avez vu comme film? Astérix. J'ai vu 8 femmes. Le peuple migrateur. Qu'est-ce que tu as vu comme film? Astérix Obélix. Bonjour. C'est par où le village des Gaulois? Et si l'exception culturelle française passait par la Gaule? Une première en France, 2 semaines après sa sortie, Astérix et Obélix a été vu par presque 7 millions de spectateurs. Une véritable bombe. La route du succès des films français passe d'abord par Montmartre, avec Amélie Poulain. Même les Américains applaudissent en lui accordant un nombre impressionnant de nominations aux Oscars. 12 fois en tout. Non, 5 fois seulement, c'est déjà énorme. En France, 9 millions de personnes l'ont vu. Un an après sa sortie, le film est toujours à l'affiche dans 189 salles. C'est l'extrême variété des sujets abordés qui attire les spectateurs vers les films français. Je ne suis pas une grande cinéphile, mais chaque fois que j'ai vu un film français récemment, j'ai trouvé excellent. J'en ai un petit peu assez des films américains, je trouve qu'on en voit assez à la télévision. Ah, mais je sais. Autre phénomène, 8 femmes, sorties le 2 février, qui a déjà attiré environ 1 million de spectateurs. Aujourd'hui, les professionnels du cinéma semblent en phase avec le public. Les auteurs, les producteurs français ont fait preuve probablement de plus d'imagination et d'adéquation avec les publics du cinéma français, parce que ce qui pour moi caractérise le cinéma français, c'est son extrême diversité. Franchement, papa, maman, qu'est-ce que vous en pensez? Jamais l'exception française n'a été aussi flagrante. 2001 a été une année record pour la production française. En ce début d'année, elle s'envole. Le monde du cinéma est sur un petit nuage. Le festival du film de Berlin, qui a d'ailleurs récompensé de l'Ours d'argent, certains espéraient davantage, l'ensemble des 8 actrices du film de François Ozon. Autre distinction pour l'acteur français Jacques Gamblin pour son interprétation dans Laissez-passer de Bertrand Tavernier. Football avec pour la 26e journée du championnat de France, ce match reporté en raison de la pluie. Cet après-midi, l'OM s'est imposé 1-0 face au FC Metz, but de Sacco à la 45e minute. Le scandale du patinage aux Jeux Olympiques de Salt Lake City amène chaque jour de nouvelles révélations. Aujourd'hui, le président de la Fédération internationale indique que la juge française a été poussée par la Fédération française et son président, M. Didier Gaillaguet, qui répondait à nos questions hier soir. Voyons maintenant comment les amateurs ou les passionnés du patinage réagissent à cette controverse. Julien Hérisson et Yves Junca se sont rendus à Colombes où se déroulait le championnat de France des juniors. Ils portent déjà la tenue de gala, glissent, virevoltent et s'envolent comme leurs aînés. Ces jeunes patineurs participent au championnat de France des 12-16 ans à Colombes. Les affaires, les polémiques, à cet âge-là, on s'en soucie guère, mais on ne doute pas que ça existe. C'est normal, ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. C'est une compétition, c'est un peu normal qu'il y ait de la triche.
C'est ouvert et c'est dit clairement que ça se passe comme ça. Alors, on le sait que les juges, c'est entre magouilles. Les patineurs patinent et les juges jugent. Un regard à gauche, un autre à droite, un dernier sur la feuille, la couverture sur les jambes et le choix de la note à l'arrivée. Consciencieux et appliqués dans le détail. Suivant les règlements, ils n'ont pas voulu répondre à nos questions car la compétition n'était pas terminée. Le public du patinage est un public d'initiés. Ici, on ose tout juste évoquer les problèmes. Au haut niveau, non, c'est pas pourri au haut niveau, non. Non, je veux croire que non. Je pense qu'au contraire, ce genre de choses, ça peut assainir au contraire. C'est un moyen de nous faire ressortir des problèmes. Et c'est peut-être le meilleur moyen pour les régler. Les fans de patinage ont aujourd'hui peur d'une chose. Que cette affaire laisse des traces, comme le patin sur la glace. Cette polémique ne doit en aucun cas entacher les formidables performances des champions accomplies au terme d'une semaine de Jeux Olympiques. Voici quelques-uns des grands moments de ces 7 jours passés, mis en image par Laurent Bourdu. The Olympic champion and gold medalist representing France, Carol Montier. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet. 20h50, votre film Black Rain avec Michael Douglas et Andy Garcia. 0h40, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Robert Hue. 13h, le journal présenté par Daniel Bilalian. 20h, Antoine Cormery. Et en deuxième partie de soirée, Mots croisés présenté par Arlette Chabot. Et si la présidentielle était l'occasion de faire bouger la France, avec Claude Allègre, Jean-Louis Borloo, Nicole Notat et Christian Blanc. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.